Merci Stéphane de me recevoir encore une fois chez toi. Tu es chez toi à l'Excelsior Embassy. ça fait 2 fois que tu m'invites, enfin que tu acceptes que je vienne t'interroger. Quand même, c'est fou dans cette boîte. J'ai l'impression que c'est en constante évolution. Du coup, ma première question aujourd'hui, ça serait de te demander qu'est-ce que c'est Excelsior aujourd'hui. Quelle est l'activité d'Excelsior et est-ce que c'est en train d'évoluer encore une fois? Est-ce que Excelsior mute ou est-ce que Excelsior garde un noyau dur d'activités, de conseils et va juste rajouter une corde à son arc avec le Web3? Excelsior, c'est une fusée. Et c'est une fusée qu'on fait décoller avec les métiers qu'on connaît depuis tellement longtemps, que sont les talents du numérique, que sont les événements, le conseil. Et j'ai dit à tous les gens qui nous ont rejoints depuis 3 ans, Excelsior, ce sera pas ce que c'est aujourd'hui. Il faut se préparer à quelque chose qui va arriver. Voilà, c'est peut-être le Web3, ce sera peut-être autre chose. Mais en tout cas, on a commencé avec quelque chose et on finira certainement avec quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que quand je recrute chez Excelsior, je recrute pas nécessairement par rapport à un métier en particulier, mais aussi par rapport à la résilience et à l'ouverture d'esprit. Et donc, je leur ai dit, ceux qui étaient là depuis le premier jour, Clément, Noé, Mathias, c'était toute la bande, ils savent très bien depuis le premier jour que, à un moment, on va prendre un virage. Et voilà, et c'est peut-être celui qu'on est en train de prendre d'ailleurs en ce moment avec le Web3. Faudra s'accrocher fort, tu leur as dit. Ouais, tout à fait. Mais c'est une bonne chose, en fait. C'est-à-dire que là, malgré tout, on fait une très bonne croissance. On est à plus de 300% de croissance. On est rentable. On est en croissance arithmétique. Et l'idée, c'est de passer en croissance géométrique ou exponentielle. Et ça viendra pas par nos métiers traditionnels de service. Les métiers qu'on fait de service, on est compétent là-dedans. On a de la demande de la part de nos clients et la confiance. Ça nous permet de développer l'activité, justement, de mettre un peu d'argent de côté pour prendre des paris et prendre des risques sur des trucs un peu innovants. Si on compare un peu au gaming et d'autres le disent dans le podcast, c'était un peu votre cheat code, le réseau avec les grands comptes, le conseil. Aujourd'hui, vous avez une bonne base de clients pour aller vers d'autres choses c'est ça qui est génial en plus parce qu'on a la confiance de nos clients digitaux, tech, marketing sur les métiers traditionnels et du coup, on peut leur pitcher les autres innovations qu'on développe et ça, c'est plutôt cool. Oui, on devient un one-stop shop entre le traditionnel et l'innovant, quoi. Ouais, et là, t'as dit un truc intéressant. T'as dit tes clients digitaux, tech et marketing. Et ça, c'est 3 corps de métier qui se rejoignent aujourd'hui et qui sont presque jumeaux, quoi. Tout à fait. Dans le Web3. Ok. Ça représente combien de personnes, Excelsior, aujourd'hui? Excelsior, c'est une centaine de personnes. C'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une boîte qui est rentable, en hyper croissance et qui a à peine 3 ans. Ok. Très bien. Très clair. La semaine dernière, t'as organisé un événement qui s'appelle le Probably Nothing Day. Tout à fait. Qui a marqué pas mal de monde, dont moi. C'était vraiment très très cool. J'y étais, j'ai eu la chance d'y être. Pourquoi ce nom déjà? Pourquoi le Probably Nothing Day? Alors l'idée vient de notre partenaire Metaverse Studio avec qui on organise ce format. C'est parce que tout simplement il y a beaucoup de gens qui se disent c'est une phase. Le métaverse, it's probably nothing, c'est sans doute rien. Ça va passer comme beaucoup d'autres choses. Je l'ai encore lu sur LinkedIn aujourd'hui. Voilà, donc c'est en fait, bien sûr, c'est du second degré, c'est ironique. C'est pour dire que pour nous, c'est pas du tout probablement rien, c'est probablement tout. Et du coup, on s'en joue un petit peu avec ce nom un peu décalé. Ouais, ok. Et du coup, ces journées que vous organisez avec votre partenaire Metaverse Studio, c'est quoi le but? Alors, le but, c'est d'évangéliser. On se sent un petit peu une mission de faire connaître un petit peu ce qu'est le Web3 et surtout ce qu'est le métaverse auprès des professionnels, en tout cas en France, de notre réseau, de nos réseaux, avec des intervenants de premier rang. T'as vu qui on avait? Des gens vraiment qui sont les acteurs du métaverse, qui font le métaverse aujourd'hui à l'échelle mondiale. Quand on voit Sandbox aujourd'hui, c'est un des métaverses les plus en vue au niveau mondial. On avait la chance d'être en duplex avec le fondateur Sébastien Borgé. Quand on a les gens de chez Ledger, Ledger c'est 15% de toutes les cryptos dans le monde qui sont stockées sur Ledger. Et on avait un des dirigeants, Daniel Nathan de chez Oma Games, qui édite des jeux vidéo de plus en plus au Web3. Donc voilà, on avait un panel d'experts justement pour former nos équipes et surtout notre écosystème à ce qu'est le Web3, le métaverse, et donner des idées, pourquoi pas, à nos partenaires. Ouais, beaucoup d'idées en sont ressorties. Et est-ce que vous, du coup, il y a une idée, peut-être que c'est pas le moment d'en parler, mais avec Metaverse Studio, est-ce que Excelsior et Metaverse Studio vont devenir quelque chose de commun? Est-ce qu'il y a un projet derrière? Alors c'est une super question. C'est des discussions qu'on a beaucoup en ce moment. Metaverse Studio, c'est une entreprise qui a 15 ans.
qui vient de l'AR, qui vient de la VR, qui fait de l'holographie. Et le métavers, c'est un petit peu la suite logique. Donc, ils avaient des équipes de designers 3D et ils ont pris ce virage naturellement. Nous, on vient plutôt de la stratégie digitale, une très bonne connaissance client. Donc, l'un et l'autre vont très bien ensemble. Complémentaires. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et ça se marie plutôt bien. Après, on verra ce que l'avenir nous dira, mais en tout cas, il y a une envie d'avancer ensemble sur les projets. Donc, on a un pacte commun, informel, qui est de dire qu'on aborde tous les sujets Web3 ensemble, puisque ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui, on a signé une quinzaine de grands comptes avec une grande partie du CAC 40. Et sur les sujets Web3. Sur les sujets Web3 et Metaverse. Et juste pour répondre à ta question, aujourd'hui on avance en consortium, comme on aime dire, c'est-à-dire qu'on est deux entités distinctes avec deux dirigeants qui ont leur personnalité assez forte. Donc on avance ensemble main dans la main avec deux entreprises, on se présente toujours comme ça. Et à terme, pourquoi pas avancer comme une entreprise, donc on se teste encore. Mais en tout cas, on couvre aujourd'hui toute la chaîne de valeur. Nous, on avance sur les usages, la réflexion autour des usages, pourquoi y aller, est-ce qu'il faut y aller, former les gens. Et les équipes de Metaverse Studio, c'est bon, une fois qu'on y va, concrètement, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Et on est capable de créer n'importe quel bâtiment sur Sandbox, sur Decentraland ou sur Horizon World. Ouais, ok, donc ça c'est passionnant. C'est-à-dire que le but quand même, l'idée de fond, c'est de se dire que vous allez pouvoir créer des métaverses pour les grands comptes. Je sais pas si vous avez déjà ciblé, mais comme toi t'es très copain avec les grands comptes, le but c'est quand même de s'axer dans le Web3 plus sur le métaverse que la crypto ou d'autres sujets où vous pourriez évangéliser aussi. Tout à fait. On doit être au courant de tout, donc on est familier avec tout l'univers crypto, les NFT, mais c'est sur le métaverse qu'on travaille le plus en ce moment, parce que c'est un terrain de jeu qui est marrant, qui est moins spéculatif que les cryptos et les NFT, c'est moins du gambling en quelque sorte. Il y a des vraies applications, il y a des vrais ROI business qui sont visibles, qui sont tangibles, ils peuvent prendre plusieurs formes. Nous, ce qu'on dit souvent, tu as des usages marketing et sales, RH, SI, comme interne, comme externe. Donc, il y a plein de choses marrantes à faire, même pour des boîtes purement B2B qui sont pas forcément connues du grand public. Mais déjà, il faut savoir pourquoi y aller. Ce qui est bien, c'est que tout le monde veut y aller, mais personne ne sait pourquoi. Et nous, on est là pour orienter les gens. Et avec certains grands groupes, notamment aussi du type CAC 40, on mène des ateliers de réflexion sur 7 à 8 semaines pour savoir s'il faut y aller ou non. Et l'issue de ces semaines-là, on aboutit sur une réflexion stratégique et soit on avance sur une collection de NFT, soit on avance sur un métaverse, soit on avance sur rien du tout parce que finalement c'est pas le bon moment et on préfère parfois être attentiste. Et on a un grand groupe dans le domaine du retail qui nous a dit moi je préfère attendre quitte à payer 10 fois le prix dans quelques semaines, ça me dérange pas. C'est partie du jeu. Donc là tu es en plein dans un sujet et ça me passionne pour une startup qui est de savoir est-ce que on est dans le bon time to market. Est-ce que, moi j'ai l'impression que ça l'est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le grand public a entendu le mot métaverse et alors avec ses travers et son imagination autour, on va en parler après. Mais du coup, moi je vois aussi Carrefour qui est déjà sur le sujet, Decathlon qui est déjà sur le sujet, Nike, Gucci et compagnie. Donc les entreprises en fait, ça y est, ils ont compris qu'il y avait un virage à prendre. Est-ce que toi tu vois des projets, peut-être que tu peux pas nous en parler, mais qui naissent, des applications alors dans le retail, j'imagine déjà. Tous les jours, tu parlais les marques de luxe, par exemple Gucci vendent plus de sacs parfois en NFT que dans certaines collections qu'en vrai. Travis Scott, il a fait des dizaines de millions de spectateurs à son concert sur Fortnite. Après, il y a un débat sur est-ce que Fortnite c'est un métavers ou pas, mais on va dire que c'en est un. Pour l'exemple, il a fait 250 millions de vues à l'heure où je te parle sur YouTube, donc beaucoup plus qu'il aurait jamais fait. Donc les métriques du métaverse renversent les métriques de la réalité et c'est un terrain de jeu qui est sympa. Et c'est encore, alors pas embryonnaire, ce serait pas le bon terme, mais on est encore early. La plupart des roadmaps, elles sont en train d'être délivrées. Le vrai game, il arrive en 2023 et c'est super excitant de faire partie des pionniers, justement, de prendre des risques et de tester des trucs, des expériences. Je suis complètement d'accord. Nous, en tout cas, en tant que podcast, on veut être dans les pionniers du Web3, ça c'est sûr. Ok, il y a un modèle économique derrière tout ça ou pas encore? C'est pas encore défini? Oui, tout à fait. Sachant qu'aujourd'hui, sur le métavers, tu peux activer des clients, tu peux les renvoyer dans la vie réelle. Aujourd'hui, alors, parce qu'on est encore early, c'est un système de QR code, mais aujourd'hui, tu peux te balader dans l'univers Excelsior, tu as un QR code, tu veux faire par exemple un recrutement d'un développeur ou d'un PO, on t'oriente vers une salle, tu scannes un QR code et ça te ramène vers la vraie vie en quelque sorte avec un formulaire d'activation. Donc ça, c'est une utilité business. Quand nous, toujours sur notre métier de dénicheur de talent du numérique, on fait passer des entretiens. On leur dit voilà, on te fait passer un entretien chez Excelsior à Levallois ou sur Zoom ou
dans le métaverse. Il t'envoie un signal extrêmement fort pour montrer que tu es en phase avec les enjeux actuels. Et il y a un truc très intéressant du côté RH, c'est que c'est la non-discrimination et la neutralité parfaite, parce que tu t'adresses à des avatars, on connaît pas leur couleur de peau, leur taille, leur genre, et finalement c'est génial parce que finalement on sait pas qui y a derrière, et donc on juge pas la personne par rapport à ce qu'on pourrait interpréter, mais par rapport justement juste à ce qu'elle va nous dire. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Ok. Est-ce que c'est intéressant, ça m'a fait réfléchir à une question. Est-ce que le métaverse aujourd'hui, ou les métaverses, puisqu'il y en a pas qu'un seul, c'est la mort des sites web? Non, je pense absolument pas. C'est juste une version augmentée des sites web. Et nous, ce qu'on dit souvent à nos clients quand ils disent mais est-ce qu'on doit y aller juste pour y aller, c'est un peu léger, on leur dit non, au contraire. Vous avez un site internet, vous étiez pas obligé d'en avoir un, mais vous en avez un. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes pas obligé d'y être, mais vous y êtes. Et ne pas être sur le métaverse demain, c'est vous priver d'une zone de chalandise, d'une fenêtre sur le monde qui est immense, parce qu'il y a des millions de personnes qui passeront là, et autant être présent et maîtriser un petit peu ce qui va dire sur vous. Si demain dans la barre de recherche on veut taper par exemple, je sais pas, Veolia ou Orano, etc. Et pour répondre à ta question, est-ce que ça vient se substituer? Non, ça vient en complément. On vient pas chercher la même chose. Moi je dis que c'est souvent un site internet augmenté, magnifié si tu veux, et on fait des trucs beaucoup plus marrants que sur un site internet. Un site internet, ça reste une plaquette finalement digitale, alors que là tu rentres dans un bâtiment où les gens dansent sur le rooftop avec des oiseaux géants et des dinosaures. On peut faire des choses, et d'ailleurs je te donne toutes mes idées comme ça parce qu'on fait beaucoup de rendez-vous à ce sujet en ce moment. Parfois on est avec des grands acteurs de l'énergie ou autres à la Défense qui disent moi je veux une réplique parfaite de mon bâtiment de la Défense, et on leur dit mais c'est pas du tout l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de faire quelque chose beaucoup plus fort que la réalité, désinhiber un petit peu la réalité et faire quelque chose que la réalité ne peut pas permettre de faire. Ça t'est déjà arrivé de vendre l'aspect qualité de vie au travail avec les métaverses pour les entreprises, comme un prolongement de leur bureau? Alors oui, mais en leur disant que c'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est une évidence. On a tous vu la vidéo de Mark Zuckerberg en octobre, quand il a renommé son groupe Facebook en Meta. Ouais. Et dans sa vidéo, on a l'impression que c'est seamless, le truc, on peut facilement communiquer avec ses collègues. Et c'est pas encore le cas, et ce sera pas encore le cas avant quelques années. La réalité virtuelle, ce sera pas la seule finalité du métaverse. C'est une finalité, mais c'est pas du tout la seule finalité. Tout laisse à penser que ce serait une réalité augmentée, une réalité mixte, où finalement, il y aura ses collègues autour d'une vraie table physique en projection, et pas juste le casque qu'on met sur la tête et avec lequel on tient pas une demi-heure. Mais oui, c'est un prolongement. Il y a un truc intéressant, c'est Stuart Butterfield qui m'en a parlé. Stuart Butterfield, c'est le créateur de Slack. Il a vendu Slack $30 milliards à Salesforce il y a quelques mois, et il a une idée brillante. Alors Slack, ils étudient énormément les comportements justement d'organisation du monde du travail, etc. Il m'avait dit, mais en fait, ce qui serait même malin, c'est de mettre un micro et un haut-parleur en permanence, un Alexa si tu veux, pendant que tu travailles en télétravail dans ton bureau, et comme ça tu as l'impression d'être avec tes collègues, et dès que tu as une idée à la con ou que tu penses au film que tu as vu hier, tu peux en parler sans nécessairement programmer un rendez-vous de 11 à 12 avec un collègue, ce que tu feras jamais. Tu vas pas programmer un Google Meet pour parler de la série que tu as vue hier, alors que si tu as un haut-parleur, faut bien faire attention de le couper à la fin, mais si tu as un haut-parleur qui te connecte à tes collaborateurs, finalement tu peux leur parler et dire des choses qui sont un peu plus triviales et avoir des idées aussi business. Comme les meilleures idées naissent à la machine à café, c'est la machine à café. Ouais. Google News, c'est né alors le 12 septembre 2001 à la machine à café. Tu as deux Googlers qui sont bumpés à la machine à café de Mountain View. Et il y en a un qui a dit, t'as vu ce qui s'est passé à New York, c'est une catastrophe. Il a dit, ouais, mais j'ai regardé des articles dessus, c'est le bordel sur Internet quand on y va, il n'y a pas un truc pour agréger. Et l'autre a dit, mais on devrait le monter. Et du coup, ils ont pris leur vendredi qui était leur journée off chez Google, et ils ont monté Google News, qui est aujourd'hui un produit assez successful. Donc, et ça arrive pas si t'es full télétravail. Donc, faut avoir un moment, à mon avis, où t'es connecté physiquement avec tes collègues. Très intéressant. Ça veut dire que toi, ce que tu imagines comme futur pour la vie en entreprise et le télétravail, c'est pas un full télétravail ni un full bureau, mais un mix et du coup un outil très puissant qui est le métaverse pour faire le lien entre les deux, quoi. Ouais, tout à fait. Rien ne remplacera jamais la vie réelle, mais c'est ce qui s'en rapprochera le plus. Moi, là-bas, juste pour le télétravail, j'étais vraiment opposé à ça jusqu'au Covid, mais j'étais complètement opposé. Je comprenais pas, je trouvais ça bizarre, etc. Ma conclusion en 2022, et ça changera peut-être avec le temps, mais ma conclusion, c'est que le bon modus operandi, c'est l'hybride. C'est-à-dire que le télétravail, je comprends tout à fait l'intérêt,
de travailler, de se concentrer, de télétravailler plutôt. Mais je pense que tu construis pas, c'est compliqué en tout cas de construire une boîte quand tu vois jamais tes collègues. Ouais. Alors j'ai un de nos fournisseurs qui s'appelle Boon Manager qui nous fournit la CRM. Eux, ça fait 10 ans qu'ils sont en full télétravail. Et ils ont pris le budget bureau, ils l'ont transformé en budget séminaire. Et toutes les 6 semaines, ils partent une semaine ensemble en France. C'est notre manière de travailler ensemble et d'avoir ces idées. J'ai un pote qui fait pareil, dans le Web3. C'est très cool. Ouais, c'est intéressant. Un Airbnb tous les 6 semaines. Ouais. Mais c'est cool, mais oui, en effet, il faut que ça soit ancré dans l'ADN de la boîte dès le début, parce que sinon, je pense que le virage est dur à prendre. Alors, parlons un petit peu de Metaverse rapidement, de Meta, du groupe Meta. T'en as parlé tout à l'heure, ça me permet de faire la transition. Moi, je voulais savoir un peu, le grand public a découvert le nom Metaverse avec Meta, j'ai l'impression en tout cas. Il y a eu ce gros coup de pub de Zuckerberg, et du coup, qui a donné lieu à plein d'imagination. On avait parlé la dernière fois des métiers en tension et tu avais senti ça très tôt toi dans ta carrière, qui étaient les développeurs. Ma question est un peu longue, pardon, mais les développeurs, donc c'était le métier en tension, et j'ai l'impression qu'en fait Meta, l'annonce de Zuckerberg, c'est un peu pour dire écoutez les gars, Facebook, vous avez plus envie de bosser chez nous parce qu'on est un peu has-been, ça reste quand même la vache à lait du groupe, et donc je fais Meta. On s'en fout un peu que le grand public comprenne ce que c'est. Ce que je veux, c'est attirer les vrais talents pour construire des trucs super demain, hyper technologiques, hyper innovants. Comment tu vois les choses, toi? Ça veut dire la guerre des développeurs va s'accentuer encore plus? Alors c'est la guerre, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est la guerre à mort. Ouais. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je suis dans ce métier, les talents du numérique. On a inventé un mot, c'était les profils pénuriques, c'est un mot qui n'existe pas. On connaît ça depuis toujours. On parlait à l'époque des développeurs, après il y a eu la vague des data scientists. On s'est dit c'est très dur de les trouver. Alors là, il y a un niveau au-dessus. Les développeurs blockchain, les UX blockchain, les community managers, si tu veux. Un community manager, pour te donner un ordre d'idée, un prix du marché à Paris par exemple, il va être entre 30 et 45K, peut-être 50K quand t'es un groupe du CAC 40 et que tu fais un truc de ouf. C'est la fourchette, c'est le prix du marché. Un community manager qui va gérer le Discord et le Twitter d'un projet NFT, tu sais à combien il est actuellement? Non. 150 000 euros à Paris. Donc, x3, c'est le même profil qui s'est formé juste sur Discord. Et même ce profil est introuvable. Donc, même si tu mets 150 000 euros, c'est compliqué. Alors, il y a ça. Par rapport au marché du travail, donc c'est impossible de trouver des bons profils. En plus, c'est très compliqué de les tester vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Le marché paye bien, mais les gens qui mettent des cryptos payent encore mieux parce qu'ils ont la monnaie de leur côté. Moi, j'ai des euros, quelques euros sur mon compte en banque, mais j'ai pas la monnaie Excelsior, donc je peux pas te donner 300 000 euros, 400 000 euros en plus sur ton salaire annuel en monnaie Excelsior. Donc, il y a un petit peu un unfair advantage et du coup, là, c'est vraiment la guerre. En fait, c'est la guerre une fois de plus. C'est comme dans la transformation digitale. C'est-à-dire que d'une part, t'as les grands groupes qui se mettent d'assaut dessus, donc ils mettent les moyens, etc. Et t'as tous les barbares, ce qu'on appelait les barbares il y a quelques années, tous les gens qui veulent disrupter ce qui a disrupté, qui arrivent et qui montent des projets tous les jours. Franchement, on doit me proposer des projets NFT, allez, 7 fois par semaine, 10 fois par semaine, des nouveaux projets pour m'associer à investir. Peut-être plus. Et du coup, ces gens-là, ils ont besoin des mêmes ressources. Donc, ce qui fait que le marché s'assèche. Et en plus, les formations sont pas très structurées. Formation de développeur, on est capable de donner 5 écoles, on connaît le truc. Formation d'experts blockchain, il y en a peu finalement. Il y a une école Metaverse qui a été lancée, on n'a pas encore assez de recul. Ouais. Donc finalement, c'est le Far West. C'est fou. Et tu vois, t'as une vision de l'avenir à ce niveau-là. J'ai lu un article récemment, ça m'a fait marrer justement quand on sait combien ils sont payés, mais qui disait les développeurs ont peur d'être les ouvriers de demain. Donc en gros des machines à produire sous-payées, etc. Toi, est-ce que tu as une vision de comment ça va évoluer tout ça? Parce qu'en effet, on en a tous besoin aujourd'hui. Ils se font chasser dans tous les sens. Moi, je le vois dans le SaaS où j'étais avant. J'ai appelé les fondateurs récemment qui me disaient on se les fait piquer par un tel, on sait plus comment les garder, voilà. Comment tu vois les choses évoluer? En fait, t'as pris une très bonne analogie. En fait, je dirais pas c'est des robots, mais les développeurs depuis toujours, c'est les bâtisseurs des autoroutes de l'information. Bill Gates et avant lui Al Gore appelaient les nouvelles routes de l'information, les autoroutes de l'information, et
ceux qui vont bâtir les autoroutes, c'est des développeurs. Ça peut paraître péjoratif, mais en fait, ça l'est pas du tout, parce que déjà, c'est super stimulant intellectuellement, que dans la Silicon Valley, t'as pas un développeur à moins de $200 000. Donc bon, pour être un ouvrier entre 200 et 500 000, voire $1 million, ça reste pas mal. En plus, aujourd'hui, si on revient sur le sujet un petit peu Web3, tous les entrepreneurs, vu qu'ils ont pas d'argent, la plupart du temps, ils payent souvent en token, en NFT, etc. Ouais. Donc, ils associent à leur réussite tout ou partie, finalement, les développeurs. Donc ouais, c'est devenu parfois ça devient vraiment des divas. Moi, je me suis pris, je sais pas combien de lapins ces dernières semaines par des développeurs blockchain, quoi. Ils répondent même pas, ils viennent pas au rendez-vous. Ouais. On retrouve des comportements qu'on trouvait il y a quelques années dans le monde des développeurs qui sont un peu dommages. Ouais. Mais peut-être, voilà, les formations vont se mettre en place et tout ça va s'aplanir un petit peu. Mais en tout cas, ouais, on a besoin d'eux. C'est eux qui construisent les projets. Sans eux, il y a rien. Donc, ouais, en attendant, on parle souvent low code et no code. Alors, c'est pas le sujet du jour, mais tout laisse à penser qu'on a besoin absolument de cette catégorie de métier pendant encore 15-20 ans et qu'après tout sera automatisé, qu'on n'en aura plus besoin du tout. Donc, faut mettre de côté. Ok, intéressant. Faut se préparer à dans 15-20 ans. Revenons au Web3, t'as raison. Alors moi, je parle d'évolution, pas de révolution. Mais une question, comme toi, t'es un petit peu au cœur de tout ça, qui me semblait intéressante de te poser, c'est justement, on a vu que c'est des annonces comme Meta qui font que ça ouvre les yeux du grand public. Est-ce que tu penses que ça doit passer par ces grands groupes américains? Parce qu'il y a une grosse question des régulateurs et avant on avait les GAFA, même GAFAM, qui sont les gros pas manipulateurs, mais centralisateurs de données, du coup, qui ont un très fort pouvoir, même sur des gouvernements. Et la philosophie Web3, c'est d'essayer de décentraliser tout ça, d'être plus sociétal. On fait des ICO avec chacun peut avoir une part de la boîte, même si c'est monsieur tout le monde. Comment tu vois les choses évoluer par rapport à ça? Est-ce que c'est Meta qui va rester un des gros bonnets du métaverse, des métaverses, ou non, ça c'est en train d'éclater? Il y a une dichotomie en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est très compliqué à concevoir tout ça parce que les big tech, donc GAFAM et consorts, on les a un peu pointés du doigt en disant eux c'est un peu les grands méchants et le Web3 va permettre de s'affranchir de ces acteurs-là. Et du coup, le Web3 c'est un web qui est affranchi, dont vous serez propriétaire. Et finalement, Google ou Facebook sera pas forcément propriétaire de qui vous êtes et de ce que vous faites. Par exemple, Donald Trump, il a fait ce qu'il a fait les riots du Capitole finalement. On aime ou on n'aime pas Donald Trump, mais à un moment ou à un autre, chez Facebook, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton qui a dit « Ouh là là, il me paraît dangereux ce type-là, je supprime son compte. » À tort ou à raison. Et les gens se sont dit « Bon, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, c'est dangereux finalement que autant de pouvoir finalement de ton identité numérique soit entre les mains d'une seule personne. » Et donc, pourquoi pas finalement s'affranchir de tout ça? Alors, avec ça apporte son lot de bons et de mauvaises choses, mais finalement, le Web3, c'est la promesse finalement de s'affranchir des big tech. Sauf que c'est vrai, tu as raison, qui sont les leaders des big tech? Alors, tu as quelques acteurs indépendants, on a parlé de Sandbox, des Decentraland, etc., en tout cas sur le métaverse, mais tu as finalement celui qui a été l'annonceur de la bonne nouvelle, c'était finalement Mark Zuckerberg avec son annonce d'octobre. Il change son nom, ça s'appelle Meta, il a investi 10 milliards, il veut recruter 10 000 personnes, il est en train de se doter du plus grand calculateur au monde, supercalculateur au monde, et donc on risque de se retrouver dans une situation où on s'était dit, bon, on va s'affranchir de Facebook, mais en fait, celui qui nous propose le meilleur matos, c'est Facebook. C'est comme si ceux qui critiquent Facebook ou YouTube ou autre, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc, ok, YouTube gagne beaucoup d'argent, même s'ils en ont perdu avant. Tu peux très bien aller sur Dailymotion ou sur YouTube ou sur ce que tu veux. Envie, mais c'est pas la même qualité de service. Donc, il y a ça. Et il y a un truc qui arrive depuis quelques jours qui était complètement undercover et je pense que c'est intéressant d'en parler. Tout le monde parle de Facebook, mais Facebook joue très gros, quoi. Meta joue très gros avec cette histoire du métaverse. C'est un pari pour eux. C'est un peu le chant du cygne. Hein. C'est le truc de la dernière chance. Chez Facebook, il y a deux catégories de gens. Aujourd'hui, dans les salariés, il y a ceux qui croient mort en la vision de Zuckerberg et qui sont encore là, et ceux qui croient pas du tout en pensant qu'il est devenu fou et qui sont en train de quitter le bateau, ou qui l'ont quitté. Oui. Et si tu vois les dernières démissions, tu t'en rends compte assez rapidement. Donc moi, à mon sens, Meta, c'est un peu j'ai pas le nuage de fumée, mais c'est celui qui prend les balles un petit peu. Mais pour moi, l'acteur du métaverse numéro 1 chez les big tech, c'est Microsoft. C'est Microsoft, pourquoi? Parce qu'il va arriver par la porte B2B, qui est beaucoup plus simple, parce qu'ils sont déjà partout, ils ont un one-stop shop,
Ils ont un cloud qui est le deuxième cloud au monde, qui est Azure, et qui est en train qui a un rythme de croissance qui est meilleur que AWS. Ils ont les HoloLens, donc ils ont des lunettes, un casque équivalent à Oculus, voire meilleur. Ils ont racheté Blizzard Activision, un des leaders mondiaux du jeu vidéo. Ouais. Ils ont la Xbox depuis des années, donc ils ont ça à faire du gaming. Le côté corporate, la puissance du cloud. Tu te dis finalement, bon, ils ont le hardware, ils ont le software, ils ont la puissance de frappe. C'est eux le vrai géant du méta. Meta finalement aujourd'hui, la grande force de Meta, c'est les 3 ou 4 milliards d'utilisateurs qu'ils ont. S'ils arrivent à les convertir en utilisateurs du métaverse, mais c'est pas dit. Alors que moi, d'ailleurs, j'ai plus investi sur l'action Microsoft que sur l'action en Meta, même si j'ai investi sur Meta. Ouais. Et comme beaucoup, j'ai perdu 30% il y a quelques mois. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est intéressant, et juste pour rejoindre ton propos, moi je pense aussi que Meta, aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est que le Web3 offre de nouvelles manières de lever des fonds. Donc tu vois, on voit d'ailleurs des levées records. Sorare en est un exemple. Et Meta, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans en France, quand tu levais 5 millions d'euros, limite on te parlait de toi dans Madines. Enfin voilà, t'étais repéré. Aujourd'hui, ça devient plus facile de construire une nouvelle startup que de faire pivoter une grosse boîte comme Meta. Donc est-ce que y a pas un nouvel acteur qui va arriver, qui sera financé façon Web3 et qui va ciao les anciens, et donc en fait on a un cycle décennal, j'ai l'impression, parce qu'après il y aura le Web 4. C'est sûr. Et donc ouais, je crois pas beaucoup en Meta comme acteur principal des métaverses. Enfin de toute façon ils auront chacun le leur. Surtout avec la commission qu'ils ont annoncée la semaine dernière. Ouais. Les 47%. 47%. Déjà 30%, c'est la révolution, et voilà. On a vu avec Fortnite. Là donc Facebook, Meta a annoncé la semaine dernière qu'il prendrait 30 plus 17% et demi. Donc un peu moins de 50% sur les fees en fait de tout ce qui était généré. C'est un peu confiscatoire, et ouais, contrairement à Sandbox qui prend que 5%. Je suis pas actionnaire de Sandbox. J'explique pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire que dans le métaverse Meta, toute transaction, il y a une TVA qui s'applique en fait, qui est que si vous créez votre app, un super service dans le métaverse, et que les gens payent, il y en a 47% des revenus qui vont pour Meta. Et je pense que certains le feront, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est par exemple quand tu es dans une belle station de ski, très cotée, très huppée, et que tu as ton Coca à 14 €. Si je te dis le Coca coûte 14 €, tu me dis mais attends, c'est n'importe quoi. Mais si c'est dans ce cadre-là, tu dis oui, mais attends, c'est pas n'importe où. Ils ont construit un chalet qui est super réputé. Il y a tous les acteurs hollywoodiens qui y vont. Donc tu payes ça finalement, et tu payes pour accéder à cette infrastructure. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que sur Meta, tu vas peut-être payer cette taxe énorme en disant mais attends, ils ont un système qui est à des années-lumière de ce que nous offrent les autres métaverses, les autres solutions. Donc j'ai pas le choix, je vais me faire tondre. Ouais. Ça va être oui, peut-être l'élitiste des... Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, Sorare, moi j'aime bien parler de Sorare, parce que déjà c'est une boîte française, c'est cool, mais surtout c'est une boîte qui a fait 325 millions de chiffre d'affaires, je crois. Je sais pas si c'est sur le Q1, le S1, mais en tout cas c'est une boîte qui existe économiquement, et c'est vachement important parce que on entend tellement de bullshit aujourd'hui sur ces dossiers-là, que c'est bien de dire voilà, il y a une boîte qui fait du chiffre, je crois, qui est rentable, en tout cas qui est en ultra performance, et c'est assez cool parce que ça montre que c'est pas du vent et qu'il y a une vraie réalité consommateur et pas qu'une réalité venture. Que les fonds c'est inéluctable, tous les fonds se dirigent vers le Web3. Il y en a qui ont créé des poches, qui ont créé des véhicules spéciaux Web3. Mais en tout cas, c'est cool que certains projets soient successful, créent de la rentabilité et soient valorisés réellement, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un sujet passionnant. J'avais noté une question, mais tu as déjà un peu répondu avec Microsoft, et c'est hyper intéressant. Je savais pas tout ça, mais je m'étais noté de te demander, comme un peu l'ordinateur personnel à l'époque, est-ce que le métaverse, ça va venir via les entreprises? En fait, tu y as répondu, parce que toi déjà tu commences à faire du service pour les entreprises, et Microsoft pareil, et d'autres aussi. J'ai l'impression que ce monde économique mi-virtuel, mi-réel, vers lequel on va, c'est les entreprises qui vont l'imposer, donc c'est eux qu'il faut convaincre en premier. En fait, on s'en fout un peu que Monsieur Dupont aujourd'hui s'y intéresse. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait un Zoom ou un Meet ou un Teams en famille? Est-ce que c'était déjà arrivé? Pas confinement. Pendant le confinement, ça m'est arrivé aussi. C'est un truc qui est venu par les entreprises. Et si demain, tu avais une réunion de famille à faire à distance pour une X, Y raison, tu utiliserais ces outils que tu as connus par le travail. Et c'est l'idée un peu de Microsoft. Comme tu dis, c'est d'arriver par le monde corporate où ils sont super bien implantés. Ils sont aussi bien implantés dans le monde du gaming à travers l'éditeur et à travers la console. Donc ils prennent en tenaille le truc. Et il y a une stat qui est intéressante, c'est que tu as 85%
des moins de 18 ans qui jouent aux jeux vidéo. Ouais. Donc nous, on n'est pas aujourd'hui dans cette cible-là, mais ces gens-là, ils vont arriver aussi en puissance sur le métaverse. Ils sont déjà dans le métaverse. Roblox, Fortnite, on va dire que on va les considérer comme des métaverses, même si ça l'est pas vraiment, mais on les englobe dans le truc. Ouais. Ça peut le devenir en tout cas. Donc, en tout cas, ces gens-là jouent aux jeux vidéo énormément. Et du coup, seront les premiers acteurs, je pense, de cette révolution. Bah écoute, c'est très bien. C'était ma avant-dernière question. Je voulais te demander si on n'a pas déjà fait 80% du chemin vers le métaverse, parce qu'on y est déjà. Moi, j'ai regardé les stats. Un Français passe en moyenne 4 heures sur son téléphone par jour. Sur une journée de 24 heures, c'est quand même une bonne part de la journée. Et du coup, il reste plus que l'expérience à améliorer, en fait, Exactement. Et ça, tout le monde me dit, les infrastructures sont pas prêtes. Il n'y a pas la 6G, il faudrait de l'ordinateur quantique, il faudrait des puissances de calcul immenses. Tu vois les choses arriver quand? Alors, déjà, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que pour que l'expérience soit parfaite, il manque du hardware, il manque du software, il manque des réseaux, il manque de l'aptique, il manque plein de choses qui vont arriver progressivement. Mais l'ancêtre du métaverse, c'est Zoom. Finalement, quand tu passes ta journée à parler virtuellement, à échanger et tout via ces logiciels, c'est une première version du métaverse. Après, ça arrivera quand? Ça arrivera progressivement. Les lunettes, c'est pas pour tout de suite. Et d'ailleurs, les lunettes, une fois de plus, c'est pas la seule finalité. Ouais. Quand tu dis les lunettes, je précise pour ceux qui nous écoutent. Lunettes de VR, ouais. Les casques, excuse-moi, le casque VR. Pas les lunettes. Même les lunettes, Google Glass, s'était planté à l'époque, mais en effet, apparemment, ça serait peut-être la meilleure option. Plutôt que d'avoir un casque où tu vois rien de l'extérieur, tu peux avoir une version hybride où j'ai mon portefeuille Bitcoin qui apparaît dans le coin à droite et je peux acheter mon café en Ether ou en... Avec un Waze comme dans Free Guy et tout, tu regardes à droite, à gauche. Exactement. Ouais. Et il y a un truc intéressant, c'est que le casque de VR ou le matériel coûte très cher aujourd'hui. Les prix vont baisser. Apparemment, Facebook perdrait de l'argent sur l'Oculus. Mais de notre côté, on a tous dans la poche. Enfin, moi, je suis Samsung, mais les gens qui ont un iPhone, ils ont dans la poche un téléphone qui coûte 1500 €, ce qui est complètement dingue. Donc, ils ont 1500 € de matériel high-tech en permanence sur eux. Si t'as un ordi, du coup, t'as un équipement qui coûte 3-4 000 € sur toi. Donc, finalement, avoir une paire de lunettes et avoir un truc, c'est marginal. Donc, ça va arriver dans quelques années. Tout laisse à penser que ça va se produire. Ce qui est bien, c'est quand t'as les capitaux, et là, il y a les capitaux, les solutions vont être développées. L'intendant suivra, comme disait De Gaulle, donc ça viendra. Ok, trop bien. Dernière question, tu le sais déjà peut-être d'ailleurs, mais je te l'avais peut-être pas précisé, mais on a une autre émission nous qui s'appelle Creators Jungle et qui s'adresse aux créateurs de contenu sur Internet. Et je trouve que c'est des mondes très liés avec le Web3. Aujourd'hui, c'est quoi leur rôle à jouer, ces créateurs de contenu, pour aller vers ce monde métaverse, enfin ce monde du Web3, quoi, cet écosystème? Creators Economy, on appelle ça. C'est l'économie des créateurs. C'est vrai que c'est un monde de créateurs. C'est-à-dire que les gens qui créent une monnaie, qui créent une œuvre d'art, qui créent un métaverse, ce sont des créatifs. Et il y a aussi les métiers auxquels on pense moins. Nous, on travaille sur les projets métaverse pour nos clients grands groupes avec des copywriters et des storytellers. Il y en a un qui est brillantissime, avec qui on travaille régulièrement. Il y a quelques années, il écrivait les sketchs et les spectacles des plus grands comiques. Alors, je citerai pas de nom pour pas que vous l'identifiez, mais il écrivait les spectacles des plus grands comiques. Et depuis un an et demi, il est devenu storyteller et copywriter orienté NFT. Et donc, il crée les histoires. Parce que ce sont des histoires. Quand vous achetez des singes, par exemple un Bored Ape ou un CryptoPunk, c'est pas juste une toile. Vous achetez un scénario, vous achetez une aventure, vous achetez une histoire, et cette histoire doit être scénarisée. Et donc il y a un scénariste, comme dans un film, qui dit exactement comment va se passer l'aventure. Si tu achètes ce gorille et ce gorille, va se passer ça, etc. Et donc c'est vachement intéressant, et les métiers créatifs ont de plus en plus leur place. Et je pense que tes auditeurs le savent, mais c'est toujours bon de le rappeler, cette économie finalement des NFT est incroyable parce qu'elle permet à des artistes, à des créatifs de toucher à vie sur toutes leurs œuvres, quel que soit le prix de la revente. Et par exemple, je dis une bêtise, mais Madonna, sa plus grande hantise, c'est que ses billets soient achetés dans l'heure qui vienne et que les billets soient vendus x10, x100, x1000 et qu'elle touche rien. Maintenant, avec cette nouvelle économie NFT, Madonna touchera ses producteurs 15, 20, 30% des royalties parce que c'est inscrit dans le smart contract. Donc, ça profite aux créateurs, aux créatifs qui bossent derrière, quoi. Ça, c'est hyper intéressant, en effet. Le second marché des NFT, la revente derrière. Et la roadmap d'un NFT, t'as bien fait de préciser que c'est pas juste un JPEG où il y a plein de choses, plein d'applications. Ok, merci beaucoup, Stéphane. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tiens, t'as parlé des métiers futurs. Est-ce qu'il va y avoir chez Excelsior un Chief Metaverse Officer?
Alors, c'est une très bonne question. Chez nous, il y en a pas, mais on en recrute pour une grande partie des grandes entreprises. Je pense que le Chief Metaverse Officer, c'est comme le Chief Digital Officer. Il a une date de début et une date de fin. C'est pas quelqu'un, je pense pas que dans 20 ans, il y aura encore un Chief Metaverse Officer pour la bonne et simple raison que ce sera intégré à l'entreprise. C'est comme le Chief Digital Officer, il commence à disparaître progressivement parce que le digital est intégré. Maintenant, il repart au marketing, à l'IT, parce que c'est normal et que la transformation digitale a été achevée dans la plupart des boîtes. Mais c'est vrai qu'on recrute des Chief Metaverse Officer. Il y a des métiers un peu plus cocasses qu'on recrute. Pour le Metaverse notamment, on fournit des LAN managers. Alors, LAN manager, qu'est-ce que c'est? C'est le gars ou la nana qui va faire le facility finalement sur votre monde et qui va s'assurer qu'on vole rien, qui fait le ménage, qui s'assure à ce que votre le monde d'Antoine finalement reste le même et que ça reste intact. Donc on fournit des personnes. Finalement, c'est l'extension du community manager. À l'époque, le community manager répondait sur Facebook, Twitter. Demain, il répondra également à présent virtuellement. Il y aura des office hours dans votre monde virtuel. Ça, c'est hyper intéressant. C'est Daniel qui a dit ça à votre journée que vous avez organisée. Je lui demandais justement la question des régulateurs. Est-ce qu'il va y avoir un métaverse? Et il me répondait, aujourd'hui, tu as un avatar WhatsApp, un avatar qui est ta photo de profil, en fait, Facebook, un autre Instagram. Et il dit, en fait, les métaverses, demain, c'est juste une prolongation de ça, avec des avatars différents. Et le but, c'est qu'ils soient interopérables, en fait. Alors ça, c'est la question, une fois de plus. Bon, on déborde un petit peu. Ouais. Mais en gros, c'est un mot qui est très dur à dire, c'est l'interopérabilité ou la portabilité. C'est la promesse. Aujourd'hui, c'est pas encore efficace, mais effectif. Mais en gros, qu'on puisse basculer d'un métaverse à un autre. Tous les acteurs disent qu'ils vont y aller. Aujourd'hui, c'est pas possible, mais voilà, on espère que dans un futur pas si lointain, on pourra basculer d'un univers à l'autre avec ces digital assets. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'était passionnant. À très vite. À très vite, ouais.